communication sur tous ses clients, si on les anonymise, c'est-à-dire on ne sait plus que c'est monsieur Untel ou monsieur Dupont, là on peut les étudier et elles peuvent être intéressantes dans le respect des données personnelles. D'accord. Par exemple, la sécurité sociale, il est très intéressant de croiser toutes les informations sur les médicaments, sur les hôpitaux, sur les d'autres données encore qui sont liées, je sais pas, au temps, à la nutrition, à tout ce qu'on veut, et puis d'en tirer des conséquences sur le fait que certains médicaments sont plus utiles que d'autres ou que certains sont totalement inutiles. Et c'est en croisant les données du big data. Mais si, au contraire, on en profite pour espionner tel ou tel gens et qu'on revend aux compagnies d'assurance, aux banques, etc., en disant monsieur un tel, il a telle maladie, etc., là évidemment on tombe sur le fameux Big Brother, c'est-à-dire sur l'espionnage généralisé. Donc l'anonymisation des données, l'anonymisation du big data, c'est la clé. Mais en plus, il faut que la France et l'Europe soient très bons là-dedans. Ouais, parce que sur le marché, alors là, je reviens direct sur le marché transatlantique, parce que ça, c'est un des enjeux du marché transatlantique. Bien sûr, c'est probablement ça. C'est probablement un des enjeux. C'est-à-dire que même si l'Europe marque noir sur blanc sur les questions des données personnelles, nous avons nos lois, etc., toute loi provoque des conflits, ouais. Et ces conflits seront arbitrés par des tribunaux qui auront tendance à, de plus en plus, même s'il y a des lois qui les cantonnent, évidemment un tribunal français va quand même juger en fonction du droit français. Mais ça peut se passer au niveau international, etc. Et donc de plus en plus, les tribunaux appliqueront une philosophie générale du droit, qui est anglo-saxonne, sur ces questions de données personnelles, et qui sont avec une philosophie là aussi anglo-saxonne. Et donc on sera dépossédé de notre doctrine européenne des données personnelles. Et puis en plus, ça crée, j'ai envie de dire, une grosse affaire pour les Américains, parce qu'ils récupèrent les données de 500 millions d'Européens au passage. Ils ne font ça que pour l'argent, bien entendu. Pour l'argent et pour le pouvoir. Oui, parce que c'est en plus de l'argent, et en plus c'est un moyen de contrôle supplémentaire, parce que c'est l'ouverture pour... Bon, ils savent déjà pas mal de choses, apparemment, la NSA, mais alors là, ils auront accès, évidemment, à tout, quoi. Alors, tout à fait. Il faut aussi dire que... Alors là, c'est ce que j'avais écrit dans mon rapport. Quand on pense au Big Brother, eh ben, on pense à l'État. On pense à un État totalitaire. En réalité, le Big Brother, aujourd'hui, il est privatisé. Ouais. Il a pris son indépendance vis-à-vis, y compris des États-Unis. C'est-à-dire que ce sont Google, par exemple, est devenu un État dans l'État. Enfin, un État hors des États. Il ne paye même plus d'impôts aux États-Unis. Donc on a parfois l'impression que tout est pompé vers les États-Unis. Mais les États-Unis sont, en tant qu'État aussi, sur lesquels on pourrait avoir... Et donc ça, c'est des masses gigantesques d'argent qui sont utilisées pour une philosophie qu'on devrait apprendre à connaître, qui s'appelle le transhumanisme. Google a une véritable religion, qui est le transhumanisme. Créer, si possible, l'immortalité de l'être humain, ou de certains êtres humains. Il y a quelqu'un qui s'appelle M. Kurzweiler, qui est un chief officer, je ne sais pas quoi, quel est son titre, qui est monsieur recherche et monsieur prospective de Google, et c'est un apôtre du transhumanisme. Améliorer l'être humain par les technologies. Avec tout, alors là on parlait de privatiser la vie, donc on va privatiser l'ADN humain, on va breveter, etc. Et certains auront, du coup, il y aura des avancées évidemment, et donc certains acquerront, alors l'immortalité, pour moi j'y crois pas un seul instant, mais un allongement prodigieux de la vie humaine pour certaines personnes, peut-être. À mon avis, ça posera plus, là c'est le progrès, c'était une liaison astucieuse avec mon bouquin. Je crois que c'est évidemment une énorme erreur de croire que l'être humain va s'améliorer. Hein. Or, c'est quasiment une religion. Et une boîte comme Google a décidé, en dehors du contrôle des États, y compris des États-Unis, a décidé de se lancer dans cette aventure. Ce qui est très dangereux. Ouais, donc c'est quoi ce transhumain? C'est quoi? Il est mi-homme, mi-informatique C'est un peu le Monsanto de l'être humain. Ouais, un humain génétiquement modifié. Ouais. Alors déjà, oui, parce qu'on sait que Google aussi se lance dans ça, dans cette ingénierie du vivant. Oui, aussi, oui, absolument. Ouais. Les NBIC, c'est-à-dire technologie de la biologie, biologie, informatique ou intelligence artificielle, et C, communication, etc. Neurologie. Donc ils vont créer quoi C'est un peu là, on est presque dans ce film de science-fiction, mi-homme. Il faut toujours faire attention à la science-fiction, parce que les films de science-fiction... Oui, non, alors faut aussi voir que c'est plus dangereux encore parce qu'ils ne feront pas
mais qu'ils vont faire croire qu'ils feront, plutôt que parce qu'ils feront vraiment. Parce que, et des problèmes qui vont être soulevés par une chose qui est une utopie, de plus. Parce qu'eux, ils croient vraiment à l'immortalité, que l'homme devienne Dieu finalement, devienne vraiment Dieu. Et ça, c'est le danger total. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu, je ne crois pas que l'homme est un Dieu. Je crois qu'il est mortel et qu'il le restera. Mais pour revenir au point de départ, c'est une idéologie officielle de Google qui a comme d'ailleurs une devise morale. Google, c'est do the right thing, c'est-à-dire fais la chose bien. Ouais. Comme si une entreprise avait à s'occuper de morale. Moi, je travaille dans une grande entreprise, on ne dit pas que le but de l'entreprise, c'est moral. On le dit, le but de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Mais il ne faut pas faire croire que faire de l'argent est moral. On revient sur le moralisme des anglo-saxons, etc. Ils n'ont pas à s'occuper du bien et du mal. Hein, autant dire les choses comme elles sont. Donc, et d'ailleurs, ils le croient. Ils croient que l'argent, c'est le bien. Et donc, comme ils ont amassé des milliards de milliards hors contrôle des États, des boîtes comme Google et d'autres évidemment, qu'on ne connaît peut-être pas forcément, sont en train de penser qu'ils vont façonner l'avenir de l'être humain. C'est inquiétant, si j'ose dire, parce qu'on a l'impression que le TAFTA, ça va leur donner des ailes un peu plus grandes. Certainement, le TAFTA est un élément de dérégulation qui va jouer un rôle néfaste dans tous les domaines, mais probablement beaucoup dans celui-là. Et on me demande aussi, est-ce que les entreprises françaises, elles agissent un peu aussi comme les entreprises américaines, avec certains services de renseignement? Est-ce qu'on observe un peu la même politique, ou nous, on n'est pas pareil? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. Voilà, faut pas vous faire d'illusions. On est moins efficace ou non? Ouais, pas terrible. Ça dépend. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Alors on me demande, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Lacoste, de la paupérisation de l'enseignement due à l'arrivée des TIC au sein de l'école? Alors je sais pas ce que c'est que les TIC. C'est technologie de l'information et de la communication. Ah bah voilà. Alors, moi je crois que c'est pas dû au TIC. C'est dû à d'autres mécanismes beaucoup plus profonds qui relèvent de la culture elle-même qui est enseignée, qui relèvent de la sociologie des enseignants de cette génération issue de mai 68, d'une crise de valeurs extrêmement profonde, d'une crise. Les technologies de l'information, c'est un tuyau. Donc le problème, c'est pas le tuyau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un contenu qui n'a pas été renouvelé et un durcissement idéologique qui n'a pas de sens. On pourrait parler bien des sujets, mais notamment finalement le contenu de l'école de la République, c'est les Lumières, la philosophie des Lumières. Bon. Or, et c'était aussi, et puis le contenu, le fruit qui est porté par l'arbre université, ça a été jusqu'à présent le marxisme, par l'université française. Or, ces deux fruits, enfin le marxisme dans l'université, lui, est mort. Donc l'université française, elle est dominée non pas par le marxisme, mais par le vide laissé par le marxisme. Le marxisme qui est une explication globale. Bon, il n'a été remplacé par rien. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui les universitaires sont marxistes. Tout le monde a compris que ça ne marchait pas. Mais ça n'a été remplacé par rien. Donc la génération qui part à la retraite d'universitaires ne va pas être remplacée par autre chose. Donc il y a un vide. Mais c'est pareil dans la vie culturelle. Pour revenir à l'éducation nationale, à l'éducation, je pense que son contenu, c'est la philosophie des Lumières. Ouais. Or, la philosophie des Lumières est battue en brèche par tous les côtés. D'abord parce qu'elle a été, dans un premier temps, détruite par le marxisme, qu'il a considéré comme philosophie bourgeoise, ce qui est vrai, en l'occurrence, parce que les bourgeois, les Lumières ont finalement accompagné ou précédé la révolution industrielle et donc l'esclavage du prolétariat, donc c'est pas complètement absurde de dire ça. Mais les Lumières sont également aujourd'hui frappées par la crise de l'idée de progrès. Les Lumières, l'encyclopédie, on nous disait, regardez les planches de l'encyclopédie, on nous disait les techniques et les sciences vont faire le bonheur de l'humanité, vont faire l'avenir inéluctable de l'humanité. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment un problème. Et puis il y a un troisième point sur lequel les Lumières sont frappées, mais ça c'est douloureux parce que je n'ai pas la solution, c'est qu'avec l'augmentation de l'immigration, avec le fait qu'il y a des enfants de plus en plus nombreux qui viennent de cultures, par exemple, musulmanes, ben, l'universalisme soi-disant des Lumières explose. On voit bien que les Lumières sont en fait un christianisme honteux. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas universalistes. Elles ont d'ailleurs aussi cautionné la colonisation. Voilà. Donc, voilà pourquoi les Lumières meurent 3 fois.
Or, on continue à enseigner les Lumières, puisque si on ne dit pas au baccalauréat, à l'oral de français, que, je ne sais pas, Jean-Jacques Rousseau, qui d'ailleurs était une anti-lumière, enfin, ou Diderot a raison, ben, on n'a pas la moyenne. Officiellement, il faut dire que Diderot a raison. Sinon, en plus, on passe pour un fasciste. Voilà, fasciste, et on est... Donc, moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une énorme crise qui est. Bien, excusez-moi d'être passé. Non, mais c'est très intéressant. Ouais. Je ne pense pas que ce soit les TIC qui soient à l'origine de ça. Alors, bien sûr, après, ça peut aggraver. Ou évidemment, on va être. Non, je rappelle Henri Guénaud qui disait je ne veux pas que les ordinateurs rentrent dans les salles de classe. Je veux entendre la craie crisser sur le tableau noir. Il ne faut pas être non plus passéiste comme ça. Internet nous apporte énormément. On disait, on parlait de Snowden, etc. On parlait de Wikileaks. Tout ce que nous a apporté Internet aussi. Internet, ça permet de faire c'est pareil pour l'éducation. Ce que tu peux faire dans les médias, comme amélioration, comme sortir du modèle imposé, c'est pareil pour l'éducation. Donc les technologies d'information, elles peuvent être bien ou mal utilisées. C'est sûr qu'elles peuvent aggraver un illettrisme, qui est malheureusement un peu le problème, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le contenu culturel des Lumières. D'accord. Bon, on va faire la deuxième pause, si la régie est prête. On me fait signe, bien sûr, ils sont prêts. Et ben on fait une deuxième pause et puis on revient et on va parler justement de ton livre, L'Apocalypse du progrès. Je pense que ça va bien résumer un peu tous les sujets qu'on a abordés. À Merci vous, beaucoup. La régie. Conférence. D'accord. Voilà, donc un livre qui sort chez Perspective Livre, donc ça c'est Pierre-Yves Rougeron. Absolument. Voilà, donc il sort très très actif en ce moment, beaucoup de livres qui sortent. Alors ce que je peux dire tout d'abord, c'est que Pierre-Yves était le seul éditeur français, parisien, enfin parmi ceux que j'ai contactés, à accepter de le publier. J'ai essuyé un refus général, courtois ou discourtois par tout le monde. Hein. Alors pour des raisons qui sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire aujourd'hui l'édition française, si tu t'appelles pas Bernard-Henri Lévy, si tu n'es pas la fille naturelle de François Mitterrand, et si tu n'es pas transsexuel avec de la barbe, etc., tu n'as aucune raison de faire un best-seller. Donc la grande édition parisienne, entre guillemets, j'ai même eu quelqu'un qui, je ne citerai pas son nom parce que c'est une femme, sinon si c'était un homme je le dirais, qui m'a vraiment expliqué pourquoi elle vendait des bouquins, elle n'était pas dénicheuse d'idées ni de talent. C'était pas son problème. Elle était adepte de l'idée qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Pierre-Yves, lui, a une vision complètement qu'il partage quand même avec quelques éditeurs un peu exigeants. Enfin, il est quand même le seul à dire, moi, non, c'est pas ça. Je cherche des idées, des livres que j'aime, et puis je les publie et je les pousse. Et voilà. Et il faut revivifier la vie intellectuelle française avec des œuvres qui sortent du chemin des best-sellers des mass médias, parce que tout ça se reflète ensuite dans les mass médias. Et voilà. Et donc, je pense que c'est Pierre-Yves Rougeron et son équipe est un de ceux qui est pratiquement le seul, je crois, à croire encore à une édition différente et qui sort des sentiers battus. Et à mon avis, c'est l'avenir de l'édition. Parce que cette édition qui publie des livres formatés, elle intéresse de moins en moins de monde aussi. En fait, c'est la même chose partout qui est en train de se passer dans l'édition. Absolument. Il y a une espèce de séparation absolue. Pour moi, j'appelle une dichotomie absolue dans tout, quoi. Et l'édition, c'est vrai, il y a Perspective Livre, il y a Contre-Culture aussi, qui sort beaucoup de livres hors des sentiers battus. Et donc l'Apocalypse du progrès, alors que je n'ai pas pu lire, parce que Mais tu es un journaliste, donc tu t'es parlé de sujets Voilà. Non, parce que des fois on me le dit, non, parce que quand je l'attends, je lis. Là, j'ai pas pu l'avoir à temps. Donc on en a parlé un peu, mais bon, j'aimerais bien que toi tu nous abordes un peu le thème, puisque c'est une vision. Pour toi, c'est que le progrès porte en lui quelque chose qui nous emmène vers la destruction, en fait. Alors, le progrès avec un P majuscule, qui est le sujet de mon livre, oui. En revanche, le mot progrès, moi il m'est arrivé un truc que j'ai dit au Cercle Aristote et que je redis, mais uniquement pour tes auditeurs. Quand j'ai fait lire mon livre par ma première lectrice, c'est-à-dire ma femme, elle a commencé par me dire, mais t'as pas le droit d'écrire ça. T'as pas le droit d'écrire un livre contre le progrès. Le progrès, c'est positif par essence. S'il y a une crise, c'est parce qu'il n'y a pas assez de progrès, c'est pas parce qu'il y en a trop. Et donc j'ai été obligé de faire un petit travail sémantique dès le départ.
il y a les progrès. Le progrès médical, le progrès scientifique, le progrès technique, le progrès dans tous les domaines. Les progrès dans tous les domaines, qui sont les petits progrès, qui sont souhaitables. L'être humain, il souhaite le progrès. Hein. C'est aussi humain que de souhaiter le souhaitable. Donc tout, que ce soit un occidental, un homme de l'Antiquité, un Chinois ou un Indien d'Amazonie, tout être humain souhaite que les choses s'améliorent dans chacun des domaines, tous les domaines possibles imaginables. Tous ceux qu'il connaît. Après, il peut se tromper. En revanche, le progrès, avec un P majuscule, c'est tout à fait autre chose. Le progrès, un P majuscule, d'abord, c'est la fusion de tous les progrès dont on veut parler. Il est général. Il est aussi bien médical que scientifique, technique, moral, philosophique, politique. C'est le progrès de la liberté. Il est universel, c'est-à-dire qu'en principe, ce progrès touche tous les hommes. En réalité, c'est plutôt l'Européen, l'homme, l'occidental en général, qui en profite, mais dans l'absolu, il devrait toucher tout le monde, notamment via la colonisation. Donc dans l'absolu, il touche tout le monde. Et surtout, il a une caractéristique qui est essentielle, ce progrès, avec un P majuscule, qui donc est à son siècle d'or, c'est le 19e siècle, le progrès, il est inéluctable. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme, un sens de l'histoire, on va obligatoirement vers le progrès, vers les lendemains qui chantent, via le progrès. Et c'est ça qui est en crise aujourd'hui. C'est ça qui est en train de se détruire. C'est pas tellement le progrès qui est en train de nous détruire, ce qui est un peu vrai, mais c'est surtout le progrès qui s'auto-détruit. Il s'auto-détruit, alors à soi tout seul, le réchauffement climatique, ou la pollution de tous les océans, ou tout autre sujet, suffit à contredire l'idée même de progrès, qui était celle du 19e siècle. L'âge d'or ne va pas venir inéluctablement, il va peut-être même pas venir du tout. Donc le côté inéluctable du paradis sur Terre, est en train d'exploser complètement. Même si chacun des progrès, notamment le progrès technique, semble continuer. Il peut continuer. Il n'est pas interdit de faire d'avoir des avancées techniques qui peuvent être dangereuses d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un progrès technique peut être dangereux moralement. Alors qu'au 19e siècle, on croyait que le progrès technique et scientifique était également moral. Et là, on ne le croit plus aujourd'hui. Mais il peut aussi y avoir des progrès médicaux qui sont positifs, évidemment. Et comment on peut stopper le progrès? Parce que c'est vrai que c'est une marche inarrêtable, puisque c'est un espèce de sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, et précisément, personne ne stoppera le progrès, sauf le progrès lui-même. C'est le progrès qui s'est autodétruit. Il y a deux formes de visage, en quelque sorte, du progrès. Le progrès, le communisme, qui nous promettait, avec un sens de l'histoire évidemment très clair, le paradis communiste. Donc il a explosé, il s'est autodétruit. Heureusement, il n'a pas été détruit par quelqu'un d'autre. Heureusement, l'OTAN n'a pas attaqué. Heureusement, sinon on ne serait pas là pour en parler. Mais de l'autre côté, l'autre forme du progrès, c'est le capitalisme anglo-saxon. Mais qui lui aussi est en train de s'autodétruire. Il arrive en fin de cycle aussi. Il arrive en fin de cycle. Fin de cycle, c'est exactement le mot qui y convient. Il arrive en fin de cycle et il semble bien qu'il devienne totalement. Il ait des effets négatifs tellement importants, des effets pervers, des meilleures intentions du monde, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme tu le disais en antenne tout à l'heure. Et donc il est bel et bien en train d'arriver à ses limites. Alors maintenant, est-ce qu'il va se transformer, ou se suicider, ou exploser, ou nous tuer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est lui-même, on ne croit plus en lui, on ne croit plus dans le Dieu progrès. Oui, l'idée de... Et justement, alors c'est peut-être parce que c'est ce constat, on se dit, dans tous les domaines, on est arrivé à la fin, en bout de crise, en matière économique, en matière sociale, on voit bien que justement l'idée de progrès, plus on avance, plus ça va mal, si j'ose dire. Donc finalement, cette marche en avant, ça ressemble à une espèce de course vers le précipice. C'est un petit peu ça, et le problème, l'image qu'on pourrait avoir, c'est on est des passagers d'un avion, on est au sud de l'Atlantique, et puis on n'entend plus de nouvelles du commandant de bord. Alors il y a un passager qui va dans la cabine de pilotage et qui voit que le commandant de bord est un cadavre, mais que l'avion est toujours piloté par le cadavre. Alors on a besoin, on a du carburant dans les soutes. Un avion, ça vole sans être piloté aujourd'hui. Simplement, les soutes, le carburant n'est pas inépuisable. C'est du carburant fossile, il va s'arrêter un jour. Donc nous, il faut qu'on apprenne à piloter l'avion en vol sur des manuels de pilotage. Donc tu vois, et donc il faut qu'on s'y mette tous ensemble et qu'on essaie de comprendre. Et puis après, on mettra une hôtesse de l'air, on lui dira débrouille-toi, mais il faut que tu nous poses. Parce que le problème, c'est pas tellement de voler, c'est de se poser. C'est un avion en vol, un enfant de 12 ans peut le piloter. Mais à l'atterrissage et au décollage, c'est là où c'est difficile. Là, il va falloir atterrir.
Et comment il va y avoir quoi? C'est la machine qui va s'arrêter brutalement parce que, comme tu dis, elle s'autodétruira par sa propre limite, ou alors il faut qu'il y ait une pulsion de l'intérieur, que ce soit nous-mêmes qui arrêtions, stop. Alors il faut arrêter de dire qu'il y a un sens de l'histoire. Il faut dire que l'histoire est faite par la volonté des hommes, qu'il y a un libre arbitre, et que on doit donc reprendre le contrôle de notre propre histoire. Alors ça passe évidemment par la remise en cause de toute une série de mythes, la mondialisation, etc. Mais la science aussi, le règne de la science, la science décide de tout, enfin bon, ça il faut le remettre en cause. Il y a des mythes dans les technologies aussi, hein. On parle de loi de Moore, on dit que la puissance des ordinateurs augmente et le prix diminue de manière exponentielle dans les deux cas. Et on dit que c'est une loi scientifique. Mais si c'est une loi scientifique, au sens loi de la physique, on est esclave. Donc il faut débrancher la loi de Moore. Il faut dire le développement même de l'informatique obéit à d'autres critères, comme par exemple les critères environnementaux. Si un ordinateur est de plus en plus puissant, mais qui mange de plus en plus d'énergie, il ne faut pas le construire. Et pour ne pas le construire, il ne faut pas l'acheter. Mais ce qui est d'autant plus difficile, parce que comme tu le dis, on est à l'heure de la mondialisation, c'est-à-dire que c'est presque, j'ai envie de dire, le progrès qui s'impose à nous, parce que quand bien même on voudrait conserver en l'état certaines choses, on voit bien que après c'est l'extérieur qui nous influence pour changer. Alors, eh bien, d'abord, il faut. Alors, qu'est-ce qui nous. D'abord, je n'ai pas de réponse à cette question, mais néanmoins, qu'est-ce qui nous influence? C'est par exemple la publicité. Nous vivons dans un monde où on est de plus en plus assailli par un monde d'images, et je ne parle pas des images là, numériques telles que celles qu'on produit en ce moment, je parle des images des mass médias, de la publicité, des affiches dans le métro, etc. Et on est, bon, ça c'est pas le premier à le dire évidemment, conditionné par une publicité. Simplement ce conditionnement, il faut savoir d'où il vient. En réalité, le progrès, il existe bien. Sauf qu'il n'existe que, on peut le voir, mais on ne peut pas le toucher. Il existe bien dans les images. Il existe bien dans la nana qui nous vend une machine à laver et qui est superbe, etc. Et c'est le bonheur. Sauf que c'est le supplice de Tantale. C'est-à-dire qu'on voit, mais on ne peut pas toucher. Et le progrès a fabriqué un monde d'images qui est un monde d'apparence, et même d'apparence, puisque si on est avec Platon, on pense qu'on est dans une caverne. Et ben en fait, on a creusé une deuxième caverne dans la caverne. La télévision, le cinéma, c'est une caverne dans la caverne. Donc on est descendu d'un plan sur le plan des apparences. Et donc évidemment, comment se briser ces images? Ben moi je crois que le numérique, l'Internet peut y contribuer. C'est une piste, c'est quelque chose qui peut se passer. Oui, parce que là, on me dit effectivement, si on progresse vers un retour à la nature, est-ce une régression vis-à-vis de la technologie? Alors, c'est la question, c'est tout le drame, c'est-à-dire, il y a un bouquin qui est magnifique, merveilleux, qui s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père, de Roy Lewis, qui montre des pithécanthropes qui discutent entre eux, mais avec des mots d'aujourd'hui. Et il y a un pithécanthrope qui est réactionnaire, qui dit moi je veux pas le feu. Le feu, il va y avoir des catastrophes avec le feu. Alors il dit mais tu utilises bien des silex pour... il dit oui, le silex oui, mais pas le feu. Bon, tu vois. Et son grand cri c'est back to the trees, retour aux arbres. On a été trop loin, nous les pithécanthropes, il faut revenir à l'état encore. Bon. Alors tout ça c'est pour montrer que il y a bien une évolution de l'espèce humaine. Vers quoi? Il y a des gens comme Teilhard de Chardin que j'aime beaucoup qui nous disent un peu vers quoi on va. Une fois même qu'on a enlevé l'idéologie du progrès, une fois même qu'on a dit que c'est pas inéluctable, et surtout que c'est pas forcément bénéfique et que c'est pas forcément un bonheur. Néanmoins, on va vers quelque chose. Donc, comment reprendre le contrôle de tout ça? En réalité, le problème, c'est le problème de la liberté, ce qui est le thème de mon bouquin en fait. Est-ce qu'il y a un sens de l'histoire? Moi, je pense qu'il y a des déterminismes, des périodes avec des cycles, mais qu'entre deux cycles, il y a des points de bifurcation. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut choisir notre avenir. Après, si on choisit un avenir transhumaniste, eh bien, on va créer un déterminisme. Et on va s'enfermer dedans. Et pour 2 siècles, 3 siècles, on va vivre dans cette utopie transhumaniste. Mais on peut choisir autre chose. Si on choisit la décroissance, moi je ne suis pas fanatique de la décroissance. Je pense que la décroissance, c'est l'inverse du progrès. Donc c'est un progrès vers le bas.
Mais on peut créer cette logique. Dans ce cas, on s'enfermera dedans. Donc voilà. Alors d'autres disent, voilà, le mieux c'est le développement durable. Évidemment, c'est le mieux, c'est clair. Si on y arrive, c'est parfait. Et puis il y a d'autres options encore, enfin, des gens qui ont d'autres options pour la planète. On est dans une période de bifurcation. Mais en plus, comment, parce que la première bifurcation qu'on a prise, est-ce que c'est justement au 19e siècle où on a choisi cette voie du progrès absolu en se disant, bon bah, le tout industriel, le tout... parce que évidemment, chaque nouvelle arrivée technologique, c'est vu, oui, comme un progrès, un bénéfice pour l'humanité. C'est un point de bifurcation. Mais c'est pas le premier, évidemment. Ouais. Auparavant, il y avait eu la fin du XVIIe siècle. Donc mon ami Frédéric Rouvillois, qui m'a fait la préface, a fait une thèse de doctorat sur un grand universitaire, sur l'invention du progrès à la fin du XVIIe siècle. Donc avant le siècle des Lumières. C'est là où un certain nombre d'intellectuels, c'est resté très intellectuel. Hein. C'était à la suite de Descartes, de Bacon. C'est des gens comme l'abbé de Saint-Pierre, comme d'autres, à la suite de l'affaire Galilée aussi, où on a inventé, avec Pascal notamment, etc., on a inventé l'idée de progrès, sans savoir ce que c'était encore tout à fait. Mais ce n'est pas la seule point de bifurcation. Il y en a eu un bien avant. Pour moi, le point de bifurcation par excellence, c'est la croix du Christ. C'est la naissance du christianisme. Là, c'était un point de bifurcation. Et puis on a pris un cycle immense, qui est le cycle de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, dans lequel il s'est passé un certain nombre de choses. Alors notamment au XVIe siècle, encore un point de bifurcation, le protestantisme, humanisme et protestantisme. Le moment où les choses se sont dénouées. Donc on a ces points de bifurcation sur lesquels on a des moments de liberté et des moments au contraire de déterminisme. Il y a des déterminismes et il y a des points de liberté, qui évidemment en plus ne sont pas les mêmes dans le domaine économique que dans le domaine politique. Enfin la Révolution française, c'est clairement, et en même temps la liberté, enfin l'indépendance des États-Unis, qui est 15 ans avant, c'est quand même clairement un point de bifurcation. Le grand 19e siècle commence. Le grand parce qu'il commence en 1789 et il s'arrête avec la guerre de 14-18. Puisque là, c'est le cycle du progrès proprement dit. Là, avec la guerre de 14-18, les gens commencent à dire mais c'est bizarre. Il n'y a pas de progrès. On utilise la technologie pour tuer des millions de gens. Pour des millions de gens, ça veut dire on arrive au bout du progrès. Donc c'était la première crise du progrès. Mais à l'occasion de la guerre de 14-18, il y a eu aussi la création du communisme. En Russie, en URSS, et donc c'est l'essence d'un nouveau cycle encore. Donc voilà, maintenant on est à la fin d'un cycle et il faut savoir ce qu'on en fait. Et justement, donc c'est le cycle, on peut dire, voilà, le capitalisme anglo-saxon, l'empire anglo-saxon, et qui s'achève là, clairement, on est à la fin de cet empire. Comment ça pourrait repartir alors cette idée de progrès? C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un choix. C'est quoi ce choix selon toi? Alors ça dépend. Soit tu peux souhaiter sauver le progrès en disant je veux un nouveau progrès. D'accord, mais attention que c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Quoi. On a toujours voulu. Ça, c'est ce qui nous prépare, Monsanto, le bio-vivant, le changement génétique, c'est ça. Le transhumanisme, etc. Ouais. Eh bien, avec quels critères tu choisis, tu tries le bon grain de livret? Moi, la thèse principale de mon bouquin, c'est que elle est théologique. Alors, j'ai peut-être faire peur à beaucoup de spectateurs. Elle est théologique. Elle est liée à la grande. Et donc, la réponse que je vais faire, ma vraie réponse personnelle, elle n'est pas très opérationnelle parce qu'elle reste très métaphysique. Et elle ne permet pas de choisir ceci plutôt que cela. Ma thèse, c'est que globalement, tout cet ensemble de mouvements de déterminisme et de points de bifurcation dans l'histoire de l'Occident, qui est une petite chose, hein, parce que c'est guère que donc 2000 ans, avant il y avait tout le néolithique, puis avant il y avait tout le paléolithique, qui a duré encore plus longtemps, mais dans l'histoire de l'Occident, qui a fini par dominer le monde quand même, la grande question, c'est une question théologique. Nous passons en fait, avec le progrès, du mystère chrétien à la contradiction moderne. Et le grand mystère chrétien, c'est le mystère du libre arbitre et de la grâce. Comment l'homme peut-il être libre de faire le bien et le mal si Dieu est tout-puissant et omniscient? Dieu sait depuis toujours qu'on va faire le mal, donc il aurait pu l'éviter. Donc comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Et ça a été des débats immenses, depuis saint Augustin, qui est le point de départ de mon livre, jusqu'au protestantisme, mais avec le jansénisme, etc. Ça a été le grand débat de l'Occident. Tous les grands penseurs se sont coltinés à ce mystère, ils n'ont pas réglé. Et le progrès, c'est pour se débarrasser de ce mystère, on passe à la contradiction moderne. Et la contradiction moderne, c'est quoi?
comment peux-tu être libre de glisser dans l'urne un bulletin pour le Front de gauche ou le Front national ou l'UMP ou le PS ou tout ce que tu veux, si ton bras est formé de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes, et si tout ça obéit au déterminisme de la physique. Des lois physiques, des lois scientifiques déterministes. C'est Prigogine qui signale quand même une chose étonnante, c'est que c'est en 1789 à peu près, au moment où on dit liberté, égalité, fraternité, qu'en même temps, Laplace, le physicien Laplace, dit le monde est totalement déterminé par des lois physiques inéluctables. Donc comment est-ce que l'homme, qui fait partie du monde, peut-il être libre si la matière dont il est composé aussi obéit à des lois déterministes, des lois prévisibles? Donc en fait, moi je n'ai de réponse ni sur le mystère chrétien, ni sur la contradiction moderne. Je dis que l'histoire de l'Occident, ce n'est que l'histoire de ce mystère. Et les mouvements qu'on observe, dont on parlait tout à l'heure, sont liés à ces mystères. On a d'un côté ceux qui sortent du mystère avec le protestantisme et qui disent, contrairement à ce qu'on croit, le protestantisme n'est pas une affirmation de la liberté de l'homme. C'est au contraire une affirmation de la prédestination. Oui, ouais. Voilà. Et donc, il sort... on est dans une caste et qu'on ne pourrait pas bouger. Enfin, alors, c'est pas tellement ça, c'est plutôt Dieu, la toute-puissance de Dieu fait que nous sommes sauvés ou nous sommes damnés, quels que soient nos mérites, quelle que soit notre œuvre. C'est pas tellement une question de caste. Et du coup, le paradoxe, parce que c'est un paradoxe, c'est que le protestant, justement, il fait la révolution industrielle, il est bon professionnel, il crée des entreprises, là, et il croit que l'argent est un signe de l'élection divine. Il croit que s'il a de l'argent, ça veut dire que Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé, Dieu l'a voulu. Ouais. Et le paradoxe, c'est que la prédestination protestante se transforme, se trahit quasiment dès le départ, avec Calvin, en excès de libéralisme, qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme sauvage et autres. Pendant ce temps-là, il y a l'autre manière de sortir du mystère chrétien. C'est la manière qu'on appelle, alors excusez-moi, je vais employer un terme technique, pélagienne. Pélage, c'est un hérétique chrétien de l'époque de Saint-Augustin, donc à la fin de l'Antiquité, et qui lui disait au contraire, c'est la toute-puissance de Dieu recule, et c'est l'homme qui, par sa liberté, fait son salut, qui fait le bien et le mal totalement librement. Ça, lui reste chrétien, mais à un moment donné, avec l'humanisme de la Renaissance, et ensuite avec les Lumières et la Révolution française, ce pélagianisme devient néo-pélagianiste, c'est-à-dire qu'on dit on va faire le bonheur de l'homme, mais sur terre. C'est plus dans le ciel, parce que Pélage était encore en train de dire l'essentiel c'est le paradis, l'essentiel c'est d'être sauvé, mais dans notre monde. Et là les néo-pélagiens vont dire avec les Lumières, avec Hegel et avec les marxistes, le contraire de ce que disent les protestants, ils vont dire on va être sauvé sur terre par la liberté. Et donc en réalité, tout ça est un choc, il y a notamment le choc au moment de la Révolution française, entre les protestants qui font la révolution industrielle, et puis très vite les opposants, qui sont révolutionnaires, socialistes, marxistes. Mais les deux vont créer un totalitarisme. Les deux vont partir dans des directions radicalement différentes. Et aujourd'hui, enfin hier on veut dire, l'URSS, qui partait de l'idée d'une émancipation radicale de l'homme, a créé un totalitarisme, et les États-Unis d'Amérique qui partaient avec les fondateurs, c'est les pères fondateurs de l'Amérique, avec la prédestination, la destinée manifeste, l'Amérique est prédestinée par Dieu pour régner sur le... aboutissent à une société qui apparemment crée un surcroît de liberté, un excès de liberté, ce qu'on appelle le libéralisme sauvage. C'est très intéressant parce que c'est vraiment l'analyse qu'on peut faire des États-Unis. Et la France, elle accepte donc cette idée de progrès. Mais donc c'est quoi? On a mêlé un peu de protestantisme et de catholicisme, parce que nous à la base, si on en reste dans l'idée catholique, si je ne me trompe pas dans la théologie catholique, c'est justement le salut pour tous, entre guillemets, c'est tout le monde peut avoir un salut, pas seulement celui qui... Alors, le catholique, à mon avis, mais je peux me tromper, je vais quand même demander à quelques ecclésiastiques Le catholicisme, c'est, à mon avis, accepter le mystère. C'est-à-dire accepter qu'il y a à la fois une toute-puissance de Dieu, on ne dit pas le contraire, mais en même temps un libre arbitre de l'homme. Les deux sont liés. Alors après, il faudrait qu'on parte sur le fait qu'il y a une étincelle divine en l'homme, et c'est Simone Weil qui en parle, la philosophe, qui en parle d'une manière extraordinaire. Et puis tout le monde a essayé d'en parler, Pascal en a parlé, Leibniz en a parlé d'une manière différente. C'est le fait que Leibniz, qui était luthérien, mais qui était néanmoins très proche des catholiques, c'est l'idée que voilà, il faut concilier les deux.
la toute-puissance de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Mais il faut admettre cela, il faut admettre qu'on ne comprend pas. Et donc ça devrait être, enfin, selon ma vision, hein, qui est au départ, je suis catholique et je suis très attaché au royaume de France, à la monarchie française, à l'Ancien Régime, ça devait être ça la France. Le problème, c'est qu'il y a eu la Révolution française et que dans un pays catholique, la première chose qu'ont fait les révolutionnaires, c'est de détruire les puissances ecclésiastiques, notamment les ordres monastiques, et les énormes richesses qu'ils avaient. Alors qu'on peut critiquer par ailleurs, mais le problème c'est que les richesses d'un ordre monastique, elles ne sont pas cotées en bourse, elles n'ont pas à être rentables. La Révolution française a été menée par la bourgeoisie qui a dépossédé les biens de l'Église et qui se les a appropriés. Voilà. Dans le but de les rentabiliser, de les exploiter. Et donc, ce vieux pays catholique comme la France s'est retrouvé au lendemain de la Révolution française avec cette bourgeoisie qui donc s'était gonflée avec les biens du clergé, notamment du roi aussi, des aristocrates et tout, mais fondamentalement des biens du clergé. Et en face, il y avait des protestants qui étaient en train, juste après la Révolution, déjà pendant la Révolution pour l'Angleterre, puis ensuite c'est venu assez vite partout, de créer la révolution industrielle. Et donc, la France, les Français, les élites françaises n'ont pas eu le choix, et elles ont fait aussi la révolution industrielle, qui a été l'esclavage du prolétariat, sur un modèle qui est le modèle protestant, fondamentalement. Alors ça, le livre important à lire, c'est évidemment Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il explique par le menu comment, vraiment en détail, c'est un sociologue, comment le protestant est obligé d'être un bon professionnel et un bon capitaliste, parce qu'il se sent guidé par Dieu. Et le problème, c'est qu'en France même, et aussi dans d'autres pays, en Allemagne, cet esclavage du prolétariat, donc d'origine protestante, a produit une révolte terrible, néo-pélagienne, c'est-à-dire basée sur la volonté de libérer l'homme, qui a donné le marxisme. Alors la France, finalement, elle est quand même restée un petit peu à l'écart des excès des deux systèmes. La France n'est ni les États-Unis ni l'URSS. Mais voilà, on est du coup devenu un petit pays. Un petit peu mixte à la fois. Un petit peu mixte. Mais on tire un peu nos marrons du feu quand même, on se débrouille pour... on garde évidemment un système de protection, alors qu'aujourd'hui est en train de détruire, mais pendant très longtemps, on crée d'ailleurs un système de protection, la sécurité sociale, on garde un État fort, bien sûr. On garde... À l'époque, un Américain m'avait dit les Français, c'est un pays communiste qui a réussi. Oui, alors il n'a pas tout à fait raison, parce que un pays communiste, vraiment communiste, ne peut pas réussir. Oui, mais dans l'absolu, voilà. En fait, on a quand même mixé les deux pendant très longtemps. On a joué sur les deux. Quand même qui était étatiste proche des communistes et à côté libéral, proche de l'anglo-saxon. Cela dit, ça ne pouvait pas non plus durer éternellement comme ça. D'ailleurs, ça n'a pas duré éternellement comme ça, puisque une des deux branches s'est effondrée, le communisme, et maintenant l'autre, avec cette victoire à la Pyrrhus, dit je suis le maître du monde, voilà. Bon. Ouais, mais j'ai l'impression que les Français n'en veulent pas. Enfin, moi, mon sentiment, c'est qu'ils n'acceptent pas. S'ils n'en veulent pas, qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir? Eh ben, moi, je pense qu'il y a alors un certain nombre d'éléments qui sont qui flottent, qui sont disponibles, et c'est du côté du